Bonsoir à tous, mesdames et messieurs, bonsoir et bienvenue à cette autre édition de votre émission économique Economy First sur votre télévision panafricaine. En ce jour, nous allons tourner autour d'une thématique bien importante, coronavirus et l'allègement fiscal ou bien la réduction du budget de l'État au Cameroun. C'est la thématique qui va devoir meubler notre entretien autour de cette autre émission. Alors, avec la pandémie du coronavirus, les projections des recettes du budget 2020 au Cameroun d'un montant de 4 850,5 milliards de francs CFA sont devenues irréalistes et les affectations des dépenses peu pertinentes pour plusieurs experts. Il était nécessaire de procéder à une révision de cette loi de finances, d'autant plus que pour des chocs moins importants, le Cameroun a révisé son budget en 2018 et en 2019. Le ministre en charge des finances, de l'économie de la CEMAC, réuni le 28 mars dernier à Brazzaville au Congo, ont ainsi recommandé aux pays de la sous-région d'adopter dans les plus brefs délais les lois des finances restrictives en 2020 pour aligner la gestion des finances publiques sur des prévisions actualisées et réalistes des recettes budgétaires et des dépenses publiques. Ceci dans le but de renforcer les moyens de lutte contre la propagation du coronavirus tout en garantissant le fonctionnement régulier de l'État. Alors, le 3 juin 2020, l'État du Cameroun a procédé à une baisse générale de son budget pour l'exercice 2020 à hauteur de 542,7 milliards de francs CFA, ce qui correspond à un taux de variation de 11%. Cette réduction budgétaire intervient en vue de permettre à l'État du Cameroun de concentrer les ressources sur la lutte contre le Covid-19. Alors, dans le cadre de cette autre édition de votre émission Economy First, nous allons échanger à propos de cette réduction du budget de l'État du Cameroun, conséquence directe d'une pandémie aux effets ravageurs. Mais également, nous allons jeter un regard sur le secteur de l'industrie culturelle en Afrique et prenant en compte l'impact de la pandémie du coronavirus sur les productions cinématographiques en Afrique. Enfin, notre attention sera portée sur le marché de la communication événementielle, un secteur qui a vu ses activités réduites de façon considérable en raison de cette pandémie. Mesdames et messieurs, bonsoir et bienvenue sur Economy First, sur votre télévision panafricaine. Mais avant de rentrer dans le vif du débat, je vais tout simplement vous inviter à marquer cette petite ponctuation en attendant de venir ici échanger sur la problématique qui va meubler notre échange tout au long de cette émission. Mesdames et messieurs, pour discuter autour de la question que je vous ai évoquée bien plus haut, je reçois sur ce plateau deux personnalités. La première, c'est un cinéaste réalisateur, promoteur culturel et promoteur d'une entreprise audiovisuelle. Bonsoir Laurent Bertrand Eboué et bienvenue sur Africa TV. Bonsoir Guy Michel, bonsoir à tous les téléspectateurs qui nous regardent en ce moment. Alors, Laurent Bertrand Eboué, nous ne sommes pas seuls comme je l'ai dit. Nous avons également sur ce plateau M. Achille Tenke. Vous êtes communicateur événementiel. Vous êtes également journaliste. Bonsoir et bienvenue Achille. Bonsoir Guy Michel Jaffi. Bonsoir à tous les téléspectateurs de votre chaîne Africa TV. Bonsoir également à ceux qui sont scotchés sur Economy First. Nous sommes ravis d'être sur votre plateau. Alors, nous vous faisons comprendre que la pandémie du coronavirus a imposé une réduction du budget de l'État du Cameroun. Et ce jour dont nous discutons autour de cette problématique, pour pouvoir fixer le cap et permettre à nos téléspectateurs de bien comprendre la thématique autour de cette question, nous allons devoir nous retourner vers la régie pour pouvoir avoir d'abord cet élément pour permettre d'éclairer la lanterne sur cette problématique, bien entendu. Le président de la République camerounaise, Paul Biya, a signé ce mercredi 3 juin une ordonnance modifiant et complétant certaines dispositions de la loi des finances 2020. La principale information à retenir de cet important acte du chef de l'État est la baisse du budget de l'État pour l'exercice 2020 qui passe de
4 951,7 milliards à 4 409 milliards, soit une diminution de 542,7 milliards, correspondant ainsi à un taux de variation de 11% à cause du coronavirus. Les effets négatifs de cette pandémie sur l'économie nationale sont bel et bien réels. Pour lutter contre le Covid-19, le Cameroun s'est vu créer un compte d'affectation spécial dénommé Fonds spécial de solidarité nationale pour la lutte contre le coronavirus et ses répercussions économiques et sociales. Selon les termes de cette ordonnance présidentielle, ce fonds est fixé à hauteur de 180 milliards de francs au second semestre 2020. Les dépenses supportées par le dit fonds doivent concourir à l'atteinte des objectifs visés dans le plan global de riposte contre la pandémie du coronavirus. Les signaux sont de plus en plus au rouge, au point que l'on commence à s'interroger si un seul secteur économique sera épargné par cet orage sanitaire qu'est le Covid-19. Alors, M. Laurent Eboué, tout comme moi, vous avez très bien suivi ce reportage de notre sœur Karen Sobzé, qui fixe ainsi le cap sur les difficultés liées au financement ou bien au budget de l'État en cette période de Covid-19. Et elle a conclu en disant, on se pose bien la question de savoir s'il y a un secteur qui pourra véritablement échapper à cette manœuvre ou bien à ces difficultés liées aux problèmes financiers au Cameroun. Alors, vous exercez dans un secteur précis au Cameroun et en Afrique, dans le domaine de l'audiovisuel, dans le domaine cinématographique, autant pour moi. Alors, pouvez-vous nous énumérer quelques cas de perturbation engendrés par la pandémie du Covid-19 sur votre activité ces derniers temps? Ça a été très compliqué de savoir que le monde est frappé par une pandémie telle le coronavirus. Et nous, dans notre secteur, on s'est trouvé arrêter toutes nos activités. Des projets qui ont été engagés ont été stoppés. Ouais. Et ça a mis tout le monde au chômage. Donc la productivité devient inutile parce que ça ne rapporte rien. On ne peut pas regrouper plus de 5 personnes sur un plateau, et un plateau de tournage, ça demande un monde fou, tant des acteurs que des techniciens. Ouais. Donc la Covid-19 nous plonge dans une situation vraiment compliquée. Et on prie chaque jour pour que l'on s'en sorte afin de reprendre les activités normalement. On reconnaît votre secteur cinématographique très dynamique. C'est vrai quand même que très peu de rédactions ont traité sur la question du cinéma en Afrique et l'impact du coronavirus, raison pour laquelle nous avons, la rédaction de Frika TV, a jugé nécessaire pour pouvoir questionner ce domaine, étant entendu qu'il y a beaucoup de festivals, il y a beaucoup d'activités, il y a beaucoup d'événements en Afrique qui requiert votre participation, mais également avec la fermeture des frontières et tout cela, certainement ça réduit vos possibilités. Ouais, ça réduit. Moins de 50 personnes dans une scène de tournage. Comment est-ce que vous avez réussi quand même ces derniers temps? Est-ce que vous avez complètement cessé vos activités ou bien vous avez pu trouver d'autres astuces pour pouvoir être productif pendant la période de réduction de ces effectifs? Il y a des mesures barrières qui ont été préconisées par l'Organisation mondiale de la santé ainsi que le ministère de la Santé au Cameroun. Donc ça fait qu'on ne peut pas aller au-delà de ces mesures barrières. Si on y va, ça veut dire qu'on tient pied, on veut aller en confrontation avec le gouvernement. Donc c'est vraiment une période de perte pour tout le monde. Donc l'activité est stoppée. Bien que d'autres secteurs, ça augmente l'audience, mais pour la production, c'est pas évident de produire. C'est pas évident. Les festivals, par exemple, comme on le disait, quand on va à un festival, on regroupe les gens dans une salle pour regarder des films, mais on ne peut pas le faire. On refuse plus de 15 personnes et ils sont nombreux des réalisateurs comme moi qui ont fait des films pour proposer à des festivals comme les Écrans Noirs, le FESPACO, le Festival de Cannes et autres, mais qui n'ont pas pu réaliser ces films ou qui ont ces films dans la machine, mais que cette année 2020 doit passer comme ça, ce sera une production. On se demande si en 2021 le film aura la même valeur parce qu'il y a des films qui peuvent rester sur le temps et d'autres qui perdent de leur valeur. Il faut qu'on soit conscient sur ce plan-là. Tout à fait. Alors, généralement, la production d'un film requiert d'énormes dépenses, d'énormes ressources financières.
Mais également dans le cadre d'une décision administrative, il a été question que les PME puissent avoir un petit support financier dans le but de pouvoir accompagner leurs activités ou alors l'exonération de beaucoup d'autres aspects fiscaux dans le but de pouvoir vous soutenir dans ce domaine. Est-ce que dans votre secteur proprement dit, vous avez bénéficié de quelques mesures de l'État et du gouvernement camerounais afin de pouvoir pousser un ouf de soulagement en cette période de Covid-19? Si tu le constates, Guy Michel, je souris parce que cette question m'intéresse vraiment. Ouais. Déjà avant le coronavirus, on a du mal à recevoir un soutien de notre ministère. Le cinéma, ce secteur est un peu lésé. Oui. Ceux qui en reçoivent, on se demande bien ce qu'ils font avec. Mais nous autres, c'est très compliqué. C'est vrai que le corona, je suis à Douala. Oui. Dans le secteur du cinéma, par exemple, à Douala, il va falloir qu'un producteur se batte de lui-même pour produire son œuvre. Ouais. Voilà. Donc, nous, on connaît déjà qu'il n'y a personne pour nous soutenir. D'abord, on va adresser des notes de demande de sponsoring ou de soutien ou d'accompagnement pour le projet et jamais ça ne sera répondu. Donc, nous, ce n'est pas l'affaire de Corona qui nous met dans cette situation, c'est une habitude au fait, c'est une habitude. Ça veut dire concrètement que comment se porte l'industrie cinématographique en Afrique, au Cameroun? Ça va de mieux en mieux, mais pas forcément de la part du gouvernement. C'est parce qu'il y a certaines personnes qui décident de sacrifier certains besoins pour investir dans le cinéma. Ouais. On demande toujours à notre gouvernement de ne pas se décourager parce qu'aujourd'hui on a plein de films camerounais qui sont, par exemple, je dis les films camerounais, les films produits au Cameroun, parce qu'il n'y a pas un film qui est camerounais, un film se veut universel. Il y a des films qui sont produits au Cameroun, qui ont été achetés par Netflix et d'autres par Amazon. Donc on peut dire que ça va de mieux en mieux, mais on demande toujours à notre gouvernement de nous accompagner parce que seul on ne peut pas. Des pays comme le Nigeria ont bénéficié de l'accompagnement du gouvernement pour être deuxième producteur en matière de quantité de films dans le monde. Nous aussi on voudrait faire des productions, traverser des océans pour présenter nos œuvres et on ne peut pas le faire seul. Ok, merci infiniment Laurent Eboué. Je pense que nous avons eu ces précisions concernant l'industrie cinématographique en Afrique. Mais également, je me retourne vers vous, Achille Tinque, pour vous poser la question de savoir, en cette période de Covid-19, vous avez été un très grand globe-trotteur. Est-ce que l'annonce gouvernementale visant à suspendre tout rassemblement de plus de 50 personnes, comment avez-vous apprécié vraiment ce message de l'administration camerounaise? Guy Michel, le message est arrivé pour moi comme un véritable coup de massue sur la tête. Puisque quand on a dit déjà réduction, on ne voudrait pas des rassemblements, j'ai vu là comme si c'était moi qui devais être le plus perdant dans cette affaire de coronavirus. Je précise que vous êtes événementiel, tout à fait. Vous êtes communicateur, vous faites de la publicité sur des lieux de vente, par conséquent le public est votre principale cible. Voilà, donc sans public naturellement on ne pourra rien faire et on nous a laissé entendre qu'on a fermé des frontières. Ça veut dire si par exemple je suis en train de communiquer pour une marque de téléphonie mobile, malheureusement il n'y aura plus des produits à importer, tous les barrières sont fermées, c'est plus facile. On nous envoie au quartier. Au quartier, qu'est-ce qu'on fait? On n'a qu'à manger s'il y en a, dormir souvent sans manger, et on a l'obligation de subvenir aux besoins de la petite famille, parce que les enfants ne comprennent pas qu'il n'y a pas de boulot. Les enfants savent que papa va donner à manger le matin, forcément. Donc Guy Michel, c'était vraiment jusqu'ici. On n'est pas encore sorti de cette affaire de confinement, bien qu'on dise que déconfinement partiel, chez nous, ce n'est pas encore ça, ce n'est pas ça vraiment. Alors, cette question qui va être peut-être le deuxième volet de la première, pendant la période de restriction, avez-vous eu quand même un marché, même à effectif de moins de 50 personnes? Là, il faut être franc, il n'y a pas eu un mariage, un anniversaire. Il n'y a pas eu de marché, au contraire, des personnes se sont entendues et fait des mariages d'une façon, je vais dire quoi, je vais même appeler ça mariage officieux. Parce que là,
on n'a pas connu l'affluence qu'il y avait. On partait à la mairie, on signait à la mairie, même l'église, on avait invité l'église quelquefois parce qu'on avait dit même les églises devaient être fermées. Et ensuite, on retournait à la maison. Cocktail, même c'était à peine si on faisait cela. Donc, je n'ai pas eu une cérémonie, que ce soit de 2 personnes ou de 3 personnes. Il n'y a pas eu de cérémonie. Alors, sur ce, nous avons évoqué pratiquement la fermeture des frontières, mais je voudrais rappeler que le gouvernement camerounais, depuis un certain temps, a décidé d'assouplir plus ou moins cette mesure, car les premiers vols commerciaux ont déjà commencé à se produire sur le ciel camerounais. Et sur ce, nous allons nous retourner vers la régie pour pouvoir avoir cet élément qui nous plante plus ou moins dans ce climat concernant les vols commerciaux au Cameroun. Après la réouverture des nightclubs et de quelques salles de classe au Cameroun, la réouverture de son espace aérien aux vols commerciaux a été effectuée malgré l'évolution de la pandémie du coronavirus. Le second vol commercial de la compagnie Air France a foulé le tarmac de l'aéroport international de Yaoundé-Simalin. Mardi avait à son bord 122 passagers. Des arrivées sur très haute sécurité, caractérisées par le respect des mesures barrières, port obligatoire des masques, distanciation sociale, utilisation des gels, de l'eau à plusieurs endroits de l'aéroport, tels sont les dispositifs mis en place pour barrer la voie au coronavirus. Le ministère de la Santé a décidé de faire des tests de Covid sur place pour pouvoir détecter s'ils sont porteurs ou non. Ce sont des tests rapides de 15 minutes, selon les propos d'Émile Amougou-Ezoua, directeur de l'aéroport de Yaoundé-Simalène. Les cas testés positifs sont mis en quarantaine ou pris en charge par le ministère de la Santé. Les mêmes mesures sont aussi imposées dans les vols en partance du Cameroun. Pour l'heure, Air France bénéficie d'une dérogation d'un vol par semaine, mais grâce au dispositif sanitaire, les autorités camerounaises tablent sur la reprise normale du trafic. À partir du 15 juin, 3 vols par semaine seront accordés aux différentes compagnies aériennes et ce progressivement jusqu'à la réouverture complète des frontières. Alors, Laurent Boué, frontières fermées, mais à travers cet élément, nous apprenons quand même qu'il y a eu une sorte de relâchement. Ça s'ouvre progressivement. Alors dites-nous, vous qui avez l'habitude des déplacements pour pouvoir participer soit à des événements ou à des tournages avec des collaborateurs d'autres pays d'Afrique, comment est-ce que vous avez apprécié ou bien vous avez jugé cette information concernant la réouverture progressive de l'espace aérien camerounais? Avec joie, bien sûr. Avec joie parce que avant l'avènement du virus, j'avais un tournage pour le mois d'avril à l'ouest du Cameroun où je déplaçais 2 acteurs. Ricky qui a joué dans pas mal de films à travers le monde, il venait de la France pour travailler avec moi. J'ai une actrice qui venait de l'Angleterre pour travailler avec moi, ainsi que mon coproducteur qui devait être là et le co-réalisateur. Mais bon, on n'a pas pu faire le projet jusqu'ici, un projet qui me tient vraiment à cœur parce que c'était un projet qui devait enchaîner d'autres projets. Et depuis déjà le 30 avril dernier, le 30 mars, voilà, le 30 mars, voilà, parce qu'il y a une autre circulaire le 30 mars qui demandait déjà un déconfinement partiel au Cameroun. Depuis cette note, je garde espoir, je me dis les choses vont reprendre normalement et nous allons pouvoir relancer les activités. C'est vrai que jusqu'ici, c'est pas le cas avec ces acteurs. Hier, je causais avec Ricky. Lui me disait du côté de la France, c'est pas trop ça. En Afrique, on parle déjà de certains vols qui vont partir, mais de leur côté, ils ont encore cette crainte et autres. Ça fait que il y a une petite joie, mais aussi entaché toujours de ce souci parce que quand on a déjà budgétisé un projet, on a des partenaires qui sont impliqués et qu'on arrive à repousser constamment le projet, ça cause un problème. Donc, en même temps, hein, le reportage nous fait savoir qu'à partir du 15 juin pratiquement, on passe d'un seul vol par semaine à 3 vols par semaine. C'est vrai que l'exclusivité reste toujours à Air France, mais toujours est-il qu'en Europe, ça se déconfine, ça se rétracte un peu sur le plan des vols, parce que l'Italie par exemple, qui a été l'un des plus grands foyers du Covid-19, a déjà ouvert son espace aérien et ça évolue de plus en plus, et la France aussi avec Air France. Bon, est-ce que depuis tout ce temps vous avez déjà eu à discuter encore par rapport à la suite du projet? Est-ce que vous projetez déjà
des éventualités que ces personnes vous retrouvent afin que vous puissiez mettre en exécution ces projets? Oui, avec mon équipe, on a déjà pensé à une nouvelle date, fin septembre. Ouais. Donc, septembre, octobre, on lance le projet parce que le projet, c'est pour 1 mois de tournage. Mais maintenant, j'ai toujours peur parce qu'on reste toujours dans un espoir. Est-ce que ça va s'arrêter ou pas? Parce que le plus dur ici, c'est pas nous, les Camerounais ou des frères qui viendront de l'Europe pour travailler avec nous sur le projet sur place, mais ce sont ces étrangers que nous faisons venir. J'ai peur qu'une fois à l'aéroport, on place ces étrangers en quarantaine. Si on me place un acteur en quarantaine, par exemple, pour 15 jours, ça me fait 15 jours de perdu pour le tournage. Et sur le plan économique, c'est pas bénéfique pour la production. Parce qu'il y a des gens qui viennent ils m'ont donné 7 jours. En 7 jours, il faut que je finisse ce qu'ils ont à faire dans le projet en long métrage. Il y a d'autres qui m'ont donné 2 semaines. Ricky, par exemple, lui, il a 10 jours au Cameroun. Donc, pour les 10 jours, il y a le jour, il viendra. Donc, il a 8 jours à passer au Cameroun, puisque son arrivée, ça compte déjà, son départ, ça compte déjà. Et on tourne à l'ouest, il ne peut pas arriver à Douala et tourner le même jour, il faut qu'il se repose. Donc, j'ai 8 jours avec Ricky. Je prie vraiment que ça s'arrête pour que je puisse faire ce projet dont le casting a déjà été arrêté. Les acteurs n'attendent que ce projet. C'est très important pour moi, ce projet. Il faut quand même préciser aux nombreux téléspectateurs que le Cameroun a mis sur pied un système de contrôle, on dirait SPIT, qui permet des tests rapides au niveau de l'aéroport. Et si quelqu'un, effectivement, est testé positif, c'est en ce moment qu'il doit observer les 14 jours de quarantaine. Pour ceux qui présentent un dossier médical déjà propre, ne devrait plus faire l'objet de quelques perturbations. Mais on arrive toujours à se poser la question sur un Cameroun où on est passé on a franchi pratiquement le cap de plus de 7000 patients aujourd'hui. Nous sommes en train de nous approcher vers 10 000 cas de contamination. On a l'impression que la pandémie est en train de croître plutôt au Cameroun, dans un pays qui peut-être n'a pas encore connu le pic. Il y a peut-être lieu de craindre encore que la maladie soit encore une menace sur les activités économiques, comme le dit. Mais toujours est-il, même en période de confinement, Hutchinson, ça c'est votre petit nom, hein, pour ceux qui ne le savent pas, même en période de confinement, il y avait quand même ceci de particulier que le fret aérien et même le fret maritime continuaient d'apporter les marchandises. Alors, les entrepreneurs que vous avez rencontrés sur le terrain dans le cadre de votre émission Rencard, est-ce que eux aussi vous ont fait comprendre que malgré le fait que le fret aérien, le fret maritime apportait des marchandises, ils n'avaient quand même pas la possibilité d'aller eux-mêmes commander leurs marchandises comme c'est le cas chaque fois et de revenir. Est-ce qu'ils vous ont présenté ces difficultés sur le terrain? Tellement de difficultés. Il faut rappeler premièrement que quand on arrive dans une entreprise, on n'a pas besoin de forcément poser la question au propriétaire pour savoir que ça ne va pas. Puisque quand vous arrivez là où il y avait 20 personnes, vous retrouvez peut-être 3 personnes qui sont retenues. On vous laisse, on vous laisse entendre que vraiment, il n'y a pas, ils disent qu'il n'y a pas de marchandises. Donc ici tu as dit fret aérien, fret ici, mais là, chez eux ils disent qu'il n'y a pas moyen d'importer les marchandises et du coup les coûts sont devenus très élevés. Si par exemple un produit qu'on vendait hier à 10 000 francs, on se trouve à vendre ça à 15 000, sachant que même à 10 000 francs, on avait la peine à avoir des clients. Et ils disent que nous avons quelques maigres marchandises, mais malheureusement, personne ne vient me demander. Donc, c'est pas toujours évident. C'est pas évident. Alors, vous pouvez un peu nous situer sur les recettes, les quelques recettes que ces personnes réalisaient en cette période bien déterminée. Quel était plus ou moins le degré de décalage entre les recettes d'avant pandémie et les recettes d'après pandémie? Pour dire vrai, il y a des personnes qui disent que auparavant j'avais par exemple par mois, je pourrais réaliser un chiffre d'affaires de 3 millions. Aujourd'hui, c'est à peine si je réalise 800 000. Donc c'était un peu ça, c'était vraiment un décalage pas possible de ce côté-là. Et Guy Michel, il faut le dire, je dis encore, derrière cette affaire de coronavirus, ou peut-être en apprenant à vivre avec coronavirus, puisque vous avez évoqué un sujet très intéressant là-bas, disant que nous étions c'était à 30 personnes, on est rentré en confinement. Aujourd'hui, nous sommes à 7000 cas, on se retrouve en déconfinement partiel ou progressif. Donc, ça veut dire qu'à la fin, on sera obligé d'apprendre de vivre avec coronavirus. Donc, c'est un peu ça.
comme je dis bien, dans les réalisations, c'est vraiment, je vais dire, un déclin total. Qu'une personne qui réalisait 3 millions comme chiffre d'affaires le mois se retrouve à peine en train de réaliser 800 000. Et rappelons qu'il y a tellement de chômage qui s'annonce. Bien évidemment. Et je voudrais aussi vous poser cette question de savoir, maintenant avec ces mesures de flexibilité, le fait que c'est en train de relâcher, est-ce que plus ou moins dans vos activités, vous êtes en train de recevoir déjà des sollicitations bientôt? Parce qu'on a quand même l'impression, au vu du relâchement des mesures barrières auprès de plusieurs Camerounais, on a pratiquement l'impression que dans l'esprit des Camerounais, le Covid-19, c'est déjà du passé. Est-ce que vous avez déjà des appels, des sollicitations en vue de prochaines prestations dans le cadre de vos activités? Vous le savez bien, pour certains de mes collègues, ils diront que ça va mieux, puisque chez nous, moi, je ne suis pas de ceux qui font trop de concepts dans des snacks, comme beaucoup de nos confrères. Donc, pour ceux qui ont l'habitude de gérer des concepts dans des snack bars, s'en sortent. Mais moi, paradoxalement, je vais vous dire un truc qui sera un peu amusant. Guy Michel, avant le confinement, j'avais des sollicitations. Ça veut dire qu'il y avait des dates déjà calées pour des cérémonies. Et je suis surpris que après qu'on soit entré en confinement et qu'on soit en train d'entrer dans le déconfinement partiel, il y a des clients qui sont en train de réclamer l'avance de mon agent que je t'avais envoyé là. Pardon, il faut me donner ça. Parce que le mariage, on ne doit plus manifester. Une personne m'a appelé avant-hier me disant que le mariage, ça risque d'avoir lieu ce mois, mais ce sera à huis clos. Je dis huis clos, ça veut dire quoi? Expliquez-moi ce huis clos-là. Ils me disent, vraiment, il faudrait que tu rembourses l'argent. Vous savez ça qu'on va pouvoir. L'avance qu'on t'a donné là, il faudrait rembourser ça pour qu'on puisse se battre. Je dis que non, là où vous voyez là, moi-même pendant le confinement, j'ai eu à manger cet argent. Même votre argent était trop petit. Et il faudrait même, si c'est possible, pour ne pas qu'on dise que j'ai mangé sans travailler, il faudrait que vous m'invitez à venir laver les assiettes pendant que vous êtes en train de célébrer votre mariage à huis clos. C'est un peu ça, c'est compliqué, c'est pas facile. Ok, effectivement, ce n'est pas facile, mais effectivement, le Cameroun ne devrait pas s'arrêter à ce bon chemin. On doit évoluer malgré la menace de la pandémie. Alors, Laurent Teboué, de façon paradoxale, on constate quand même que le confinement a été une occasion plutôt idéale pour une consommation massive des œuvres culturelles, à savoir musique, films, séries, comédies. Tout ceci n'est pas perceptible comme des avantages liés à votre profession en cette période de crise. On dirait, vu le nombre de consommation de ces œuvres culturelles à la maison, les gens ennuyés sont obligés de rester sur leur téléphone et puis regarder soit des séries, soit des films et tout le reste. On dirait peut-être que vous avez plutôt fait de bonnes affaires en période de crise. C'est vrai que il faut aussi dire que dans une situation de malheur, on peut aussi tirer un profit. Parce que c'est en cette période que l'artiste se sent important. C'est en cette période qu'on se sent important, je veux dire, celui qui fait la musique ou celui qui fait dans le cinéma, tout secteur d'art devrait se sentir important. Parce que il est question là d'accompagner les gens. Tout à fait. D'où toutes les productions deviennent très importantes. Et quand c'est important, ça peut rapporter du fric. Tout à fait. Les chaînes YouTube aujourd'hui rapportent énormément d'argent. Et il y a plein de gens qui avaient leurs films sur des chaînes YouTube à travers le monde et qui ne rapportaient rien. Mais pendant cette période de confinement, on constate une montée massive de nombre de vues de ces projets parce que les gens se trouvent dans une posture où il faut tout consommer. Tout à fait. Tu vas passer toute une journée à la maison, il faut consommer tous les programmes qu'on te propose. Parfois, tu le consommes en dormant. Mais bon, ça nous rapporte à nous un petit dû. Voilà. J'admire des projets en ligne. On a commencé, ça fait 3 semaines. Je suis un peu éberlué du nombre de vues croissant, ça va un peu vite. Et c'est une fierté. Et ça me permet de comprendre que c'est parce qu'on vit dans une situation précaire que les gens n'ont pas souvent trop le temps de regarder ces films en ligne. Si on gagnait franchement sa vie, c'est qu'il y aurait des gens qui resteraient à la maison 2 fois par semaine pour regarder des films. Tout à fait. Donc sur le plan apport pour nous, nos œuvres, ça... Pour ceux qui avaient déjà fait sortir les œuvres, donc ça marche vraiment.
Alors, le Cameroun se trouve dans cette logique de réduction de son budget pour pouvoir tenir le coup face à cette pandémie. Et pourquoi pas prendre beaucoup d'argent dans d'autres secteurs qui sont jugés moins prioritaires pour pouvoir investir dans le domaine de la santé, parce qu'effectivement, on le dit toujours, la ressource humaine est la première ressource du monde. Peut-être quand l'État estime que tel secteur n'est pas autant prioritaire pour l'instant en fonction des urgences, on essaye de rapatrier les fonds qui étaient alloués à cela pour pouvoir soutenir le domaine de la santé et permettre donc que les gens vivent. Mais toujours est-il, je voudrais poser cette question qui semble quand même tarauder les esprits aujourd'hui. On s'est quand même rendu compte que ce coronavirus qui a commencé en Chine, dans la ville de Wuhan, en 2019, d'où son nom Covid-19, devient bien plus un business qu'une situation sanitaire alarmante, surtout pour la Chine qui aujourd'hui vend d'innombrables matières pour pouvoir lutter contre le coronavirus. Est-ce qu'aujourd'hui on ne croit pas qu'on n'est pas en mesure de penser que le coronavirus est plutôt un prétexte d'enrichissement pour la Chine plutôt que effectivement une pandémie ou bien un cataclysme pour le monde entier? Voilà, Guy Michel, pendant cette période de confinement, vous savez, le cinéma a pour mission première d'accompagner le gouvernement dans tout son système. Ouais. C'est-à-dire quand il y a une situation de crise, nous aussi, nous sommes concernés. Et en cette période, donc, j'ai décidé de réaliser un projet sur le coronavirus, le titre Réalité Covid-19, 27 minutes. La durée, le projet en question actuellement est aux États-Unis en compétition, huis clos, c'est un festival. Donc, où je parlais un peu des mesures de prévention autour de ce virus. Et dans le même projet, c'était l'occasion pour moi, Guy Michel, de parler de ce problème, cette mentalité humaine qui voudrait qu'on profite d'une situation de crise pour se positionner. Et je l'ai dit, parce que c'est moi qui ai écrit ce scénario, ce virus, c'est un moyen économique développé par nos économistes les plus riches du monde pour continuer à contrôler le monde. Et il semblerait que leur plan n'ait pas marché. Parce qu'après que le docteur Raoul en France dévoile comment est-ce qu'on peut se mettre à l'abri de cette maladie, ça a créé des problèmes dans tous les domaines sanitaires. En utilisant pratiquement les protocoles... chloroquine et autres. Et le fait que la France n'ait pas adopté cela fait qu'aujourd'hui, le Parlement a porté plainte au président Macron. Il faut qu'il se défende, il faut qu'il justifie, parce qu'il y a des Français qui sont morts, pourtant ils pouvaient consommer la chloroquine. Pourtant, l'objectif serait pour ces gens de répandre davantage le virus pour faire de ça un virus comme Ebola virus, le sida et autres. Ça fait plus de morts, mais sur le plan économique, apparemment, ils n'ont pas réussi le coup. Parce qu'en Afrique, apparemment, ce n'était pas le virus des Africains. Parce que jusqu'à preuve de contraire, quoi qu'on dise, si nos frères résidents en Occident n'étaient pas revenus au Cameroun, parce qu'ils voulaient fuir la maladie, déjà étant contaminés, pour affecter les autres, peut-être l'Afrique devait totalement être à l'abri de ce virus. Et il semblerait que ceux qui ont lancé le virus visaient l'Afrique. C'est une façon de déstabiliser. Parce qu'on a vu le président américain qui est sorti, Donald Trump a accusé la Chine d'être instigatrice du virus. Donc ça nous montre que sur ces gens qui nous dirigent, parce qu'il faut qu'on sache aussi, Guy Michel, le monde est dirigé par une poignée de personnes, des milliardaires, qui font tout pour contrôler le système. Pour contrôler le système. Donc c'est un business, ce virus, au fait. C'est un business. Et le jour où ils vont s'entendre, ça va s'arrêter. Alors, Achille, nous sommes dans une situation où, à un moment donné, on a décidé de mettre en avant des intérêts économiques pour pouvoir, plutôt que les vies humaines, parce qu'à un moment donné, au moment où la pandémie ne fait qu'évoluer, on décide délibérément d'ouvrir les vannes, de flexibiliser les choses et de mettre tout le monde face à son destin. Et quand on essaye de faire la comparaison entre la période où on décide de déclarer des ouvertures et aujourd'hui on se rend vraiment compte que les chiffres
de contamination ont prodigieusement avancé. Alors, selon vous, l'environnement dans lequel nous nous trouvons actuellement est-il vraiment de nature à pouvoir garantir un avenir aux Africains ou bien aux Camerounais dans l'environnement où vous vous retrouvez? Est-ce qu'on peut croire que demain, avec la montée en puissance du nombre de contaminations dans la plupart des pays, on ne craint pas que les révélations de l'OMS qui faisaient comprendre que les corps vont joncher la rue ne devraient pas être une réalité dans les jours à venir si on tient en compte le nombre de contaminations de plus en plus croissant au Cameroun et en Afrique? Guy Michel, je vais toujours dire, surtout chez nous, sans vouloir trop abuser, j'ai souvent comme impression que vraiment l'argent prime sur la vie humaine. Ouais. Comme quoi, je ne comprends pas comment dans un pays ou encore dans le monde, on est en crise sanitaire. Ce qu'on trouve au Cameroun à ouvrir en premier, ce sont des bars et des snacks. J'ai regardé ça sur deux points. Je me suis dit, certainement, il y a un truc dans la bière qui empêche aux Camerounais de réfléchir. Certainement, on a vu que les églises, par exemple, ne payent pas les impôts. On a donné la priorité aux bars qui versent des snacks, qui versent des recettes, et des snacks qui permettent également aux policiers de respirer à chaque fois. Des policiers qui viennent chaque soir récolter de l'argent comme si de rien n'était, Guy Michel, qui gardent la voiture. On pense que c'est pour la sécurité. Or, ils sont en train d'attendre. En tout cas, il y a un code qui passe facilement. Quand le policier gare, le portier demande directement à l'intérieur qu'on envoie de l'argent et on paye. Ça passe comme ça d'une façon inaperçue. Une corruption comme ça en plein jour. Je veux dire quoi, au vu de tous et aussi de tous, mais personne ne lève le petit doigt. Guy Michel, coronavirus, c'est arrivé. Nous tous, au départ, on se disait vraiment, nous sommes presque mal partis. On avait peur, quoi. On ne savait même pas comment se référer, on ne savait pas par où commencer, parce qu'on avait comme impression qu'il n'y a pas de médicament pour cette affaire qui tue des poignées de vie, quoi. Un parterre de personnes en quelques secondes seulement, Guy Michel. Dieu merci, nous avons eu des bonnes nouvelles venant de Madagascar. L'OMS que vous dites, chargé de la garantie de nos santé, de tout, nous a laissé comprendre que cette affaire de Madagascar n'est pas vraie. On ne doit pas consommer. Oui. Puisque je me dis que c'est un business. Vous êtes en train d'être focalisé sur la Chine, mais ils ne voient pas essentiellement la Chine dans la chose. Peut-être la Chine, peut-être dans ça, a fabriqué des moyens de barrière, a pu produire, par exemple, des masques. Mais n'oublions pas aussi que la Chine a offert des masques en Afrique. Je veux dire, les milliardaires chinois ont offert des masques en Afrique. Je comprends, même si on dit par ailleurs que c'est la Chine qui a créé cela pour se faire l'économie, je crois que nous n'étions pas, comme l'a si bien dit Laurent Eboué, nous n'étions pas leur cible. Leur cible n'était pas l'Afrique. Leur guerre était par ailleurs. Parce que si la guerre n'était pas était pour tout le monde entier, ils ne seraient pas, eux, créateurs du virus, en train d'envoyer les masques en Afrique. Mais on se rend bien compte que ça peut être dans une logique de teasing, c'est-à-dire on vous fait déguster une petite quantité. C'est vrai, nous reconnaissons le fait que les milliardaires Jack Ma ont remis des masques dans la plupart des pays, mais ça peut être une logique de dégustation préalable afin de passer à la vente de ce qu'il y a de plus important, les thermoflash, les appareils d'identification dans les aéroports, les kits de tests, tout cela. Et si on prend encore le cas du Cameroun, la déclaration du ministre Guy Michel, qui proposait qu'on peut bien fabriquer de la chloroquine au Cameroun, mais à la seule condition que la matière première soit disponible. Et la matière première ne sortira que de la Chine. Une fois de plus, des enjeux économiques. Qu'est-ce qu'on appelle matière première, par exemple? Je ne sais pas trop. Qu'est-ce qu'on appelle matière première? Elle a dit matière première. Ce sont des composants qui permettent de fabriquer la chlorine, qui ne sait pas. À côté de ça également, je voudrais poser la question de savoir pourquoi est-ce que le Cameroun, comme beaucoup d'autres pays africains qui ont adopté la formule malgache du Covid Organics, pourquoi est-ce que jusqu'à présent le Cameroun n'a pas encore adopté cette méthode-là et se casse la tête plutôt dans des opérations budgétaires qui à un moment donné
ne sont pas très visibles et palpables sur le terrain si on s'en tire aux déclarations des contribuables. Pourquoi le Cameroun? Justement, c'est la question qui taraude les esprits. On est en train de combattre. L'OMS est en train de combattre le coronavirus. On est en train de vouloir que ça n'arrive pas chez nous. Mais ce qu'on trouve de mieux, c'est d'envoyer des grosses voitures. Mais il faut quand même accepter, il faut quand même tomber d'accord sur le fait que l'OMS, après moult réticences par rapport au Covid organisme, a quand même ouvert la brèche en faisant comprendre qu'il y aura une sorte d'accompagnement dans la recherche de la véracité de ce médicament comme étant efficace contre le Covid. Et depuis ici, ils ont quand même donné quelque chose d'important. Après l'analyse de... je ne sais pas trop. Bon, à côté de ça, nous sommes ici au Cameroun. Ouais. Nous avons notre papa Cléda qui a trouvé un truc très efficace et qui prouve que sur 500 malades arrivés chez lui, tous ont trouvé guérison. Il y a 1500 déjà. Voilà, 1500. Ouais. Combien est-ce qu'on tape la publicité sur ça? Est-ce qu'on parle véritablement de ça? On a dit les Chinois ont envoyé des masques comme un grain de maïs pour attraper la poule. Ouais. Est-ce qu'ils sont venus en Afrique interdits ou au Cameroun refuser aux couturiers de continuer de fabriquer les masques? Je ne sais pas. Je comprends très bien votre interrogation, mais je voudrais également demander à Laurent, la question qu'Achille pose ou bien l'interrogation qu'Achille formule me semble aussi pertinente parce que généralement on dit dans le jargon africain qu'avant de te laver, il faut également que toi tu te frottes le corps. Alors, que se passe-t-il effectivement avec ce protocole proposé par Monseigneur Cléda qui certes a été reçu par le Premier ministre et jusqu'à présent qui atteste haut et fort que son protocole soigne le coronavirus? Pourquoi est-ce que le gouvernement camerounais devrait encore aller mener des opérations sur le budget de l'État alors qu'il y a des protocoles sur le terrain que le Monseigneur Cléda détermine comme étant un traitement efficace contre le Covid-19? C'est simple et pur. C'est juste que dans le projet que propose Monseigneur Cléda, apparemment les membres du gouvernement n'ont pas trouvé où ils vont prendre des milliards, où ils vont budgétiser, nous faire savoir que c'était 50 millions. Mais là, je dis, c'est une inconscience caractérisée parce que nous sommes dans une question de santé. Comme je le dis aux gens quotidiennement au quartier depuis l'avènement de ce virus, quand on se trouve dans une position de crise, on laisse de côté tout ce qu'on a comme ego, on laisse de côté tout ce qui est politique pour penser à sauver des vies. Tout à fait. Donc, quand on a un citoyen, quelqu'un de la carrue de Monseigneur Cléda, c'est pas n'importe qui, qui est naturopathe de longue date, voilà, qui est homme de Dieu, et quelqu'un qui vient dire j'ai trouvé la posologie pour ce que nous vivons là maintenant, et je vous la mets à la disposition gratuitement. Tout à fait. Ce que j'attendais, par exemple, ce n'est pas seulement la réception du ministre, mais c'est que, par exemple, on prend Samuel Cléda, on dit, bon, voilà, voici l'homme qui détient, comme le président malgache l'a fait. Effectivement. C'est-à-dire prendre les choses et dire, on a retrouvé chez eux à Madagascar, mais aussi au Cameroun, voici ça. C'est vrai, les médias en parlent, mais Samuel Cléda, si vous l'avez écouté lors des interviews dans certaines chaînes nationales, il s'abstient toujours de dire ouvertement que ça soigne vraiment. Tout à fait. Parce qu'il n'a pas pouvoir de le faire. Il faut bien que le gouvernement l'accompagne pour le faire. Et dans ces histoires de santé, ça revient à cette histoire d'économie dont je dévoilais tout à l'heure. Maintenant, le blanc a un système. On dit on a trouvé un vaccin pour le virus, mais il faut le tester en Afrique. L'international, Samuel Eto'o-Fils, il est sorti, il a parlé de ça. Arrêtez de nous prendre pour des bêtes. La maladie commence en Chine. Les Chinois, ce ne sont pas des Noirs. Bien sûr. Ça fait des ravages en Italie. Quand on mentionne aux États-Unis, au Brésil actuellement, voilà qui est le nouveau foyer de propagation supérieure pour le virus. On a même listé en disant que quand des présidents sortent trop, je ne sais pas si c'est l'humour, mais moi ça m'a amusé. En faisant l'analyse, j'ai constaté, c'était vrai, on dit quand les présidents, les pays où il y a trop de discours autour du coronavirus, il y a plus de ravages que les pays qui parlent moins. Donc il y a le coronavirus qui a commencé chez eux. Il y a le vaccin qui est là, on ne teste pas sur eux, c'est eux qui sont en train de mourir chaque jour. On veut le tester en Afrique. Je crois qu'on a fait un test, c'est en Côte d'Ivoire.
Toute une famille, on a 6 personnes qui sont mortes sur place comme ça pour le évidemment. test du vaccin. Pourquoi ne pas tester chez eux? C'est pourquoi je dis c'est un système économique qu'ils ont fait pour l'Afrique et ils constatent que l'Afrique résiste à ça. En 2015, pour revenir, je crois c'est en 2015 si mes souvenirs sont exacts, en France, on a enregistré plus de 1000 morts du rhume, de la grippe bien en sûr. France. Ouais. Bon, Guy Michel, toi et moi, on a joué autour des micros. Des gens qui jouent dans la rigole. On a la grippe chaque jour. Bien sûr. On résiste, on s'en sort. Eux, ils sont faibles. Ils ont grandi dans un système faible. Ils ont lancé leur virus qu'ils restent avec et qu'ils nous laissent tranquilles. Maintenant, le gouvernement camerounais devrait comprendre cela et prendre des mesures préventives en prenant, Samuel Kleda dit, voilà, donne-nous ça, passez dans des maisons et donnez ce médicament à tout le monde pour prévenir cette maladie. Tout à fait. Et je plains les Camerounais qui quittent l'Occident porteuses de ce vaccin, de ce virus, et qui fuient pour aller dans leur famille. Je me demande s'ils sont conscients, parce que je ne comprends pas comment on peut mettre un Camerounais en quarantaine et il part pour contaminer les autres. Tout à fait. Alors aujourd'hui, quand même, on reconnaît le fait que l'Afrique est l'un des plus grands partenaires commerciaux de la Chine. Peut-être le plus grand si on tient en compte le fait que l'Afrique constitue un bloc panafricain, comme on le dit souvent. Mais je me pose toujours la question de savoir pourquoi est-ce qu'à ce grand partenaire commercial, la Chine n'a pas encore, cette Chine qui a vaincu la maladie et qui aujourd'hui a réouvert toutes ses activités et qui fonctionne plus ou moins bien, pourquoi est-ce que cette Chine qui a ce partenaire commercial qui est l'Afrique n'arrive pas toujours à pouvoir proposer aux Africains la formule de traitement médicamenteux qui a réussi à pouvoir calmer ou bien gérer la maladie chez eux et penche beaucoup plus au matériel de détection, au cache-nez, à tous ces trucs, sauf le traitement. Je me pose toujours cette question. Je voudrais savoir pourquoi est-ce que la Chine n'a pas réussi à se concerter avec les chefs d'État africains dans le but de leur donner la formule de traitement contre le Covid-19. Covid-19 vient dans une situation très compliquée en Afrique. Par exemple, en Afrique centrale, où les présidents refusent de renouer certains contrats avec l'Occident, les contrats de l'indépendance. Maintenant, ça arrive. Récemment, il y a eu une vidéo sur les réseaux sociaux où l'ambassadeur nigérian se plaignait du fait que la Chine accusait l'Afrique, les Noirs, d'apporter le virus. Oui, bien sûr. D'apporter le virus. C'est-à-dire la Chine est déjà en train de se détacher. La Chine est accusée par les États-Unis. Tout à fait. La Chine cherche maintenant un bouc émissaire sur qui lancer le tort. Moi, je dis, dans des opérations économiques, dans des échanges, tous les partenariats qu'on fait, c'est une opération de gagnant-gagnant. Donc, si tu es bête, on va t'enculer. Excusez le terme. Et si l'Afrique ne prend pas les choses de ferme main, la Chine va toujours marcher sur l'Afrique. La Chine est dans un plan business, c'est-à-dire si l'Afrique ne va pas dire, bon voilà, on prend ce que notre frère Samuel Kleda a trouvé pour se mettre aussi à l'abri du virus et qu'on veut automatiquement compter sur l'Afrique, ça veut dire la Chine impose, comme ils ont l'habitude de le faire, l'achat, le prix d'achat sur le marché et nous, comme on a toujours été les oppressés, on reste toujours dans notre même position. Tout à fait. On a des intellectuels au Cameroun, on a des gens qui peuvent faire ça pour nous. Tout à fait. Alors, Achille Tenke, je voudrais poser cette question de savoir pourquoi est-ce qu'effectivement, depuis que cette pandémie évolue, et comme vous l'avez dit, des Africains, des Camerounais, des Sénégalais s'organisent toujours en groupe individuel écarté ou bien soit en institution pour pouvoir offrir à des gens du savon pour se laver les mains, des seaux pour pouvoir recueillir de l'eau, mais jamais la volonté de pouvoir fédérer de l'argent autour de la recherche ou bien de l'encouragement des protocoles déjà proposés contre le Covid-19. Qu'est-ce qui n'a pas marché sur le fait que, jusqu'à présent, ces groupes sociaux n'ont pas pensé à pouvoir collecter cet argent, la mettre à la recherche, au service de la recherche, ou bien donner cet argent à des personnes comme Monseigneur Kleda et beaucoup d'autres personnes en Afrique. Dernièrement, on présentait un collectif de musulmans qui ont également trouvé un protocole de traitement qui juge très efficace contre le Covid-19. Pourquoi est-ce que les Africains ne devraient pas prendre l'exemple de Madagascar
ou bien les Camerounais ne devaient pas prendre l'exemple de Madagascar, qui a déjà engagé des systèmes de traitement en encourageant beaucoup plus la recherche locale que le parrainage extérieur. Guy, en Afrique, c'est souvent trop compliqué. Qui les empêche, qui fait le plus? Plus précisément au Cameroun. Je vais dire, voilà Monseigneur Cléda, qui a trouvé quelque chose de très efficace. Ouais. Quand tu vas sortir de là, on ne doit pas voir Samuel Cléda, Monseigneur, comme une personne, on ne doit pas voir en lui cette personne qui a, je ne sais pas, on trouve qu'il n'est pas la personne indiquée. Voilà. Ouais, ils aiment ce qu'ils Parce veulent que quand tu vas sortir de là, comme au Cameroun, chacun sort et dit ce qu'il veut, Ouais. et chacun fait ce qu'il veut, et quelqu'un va dire, c'est un type de l'église catholique. Déjà dans l'église. Je suis en train de te montrer. Il y a des personnes qui nous disent, je suis homme de Dieu, mon Jésus va me sauver. Ouais. Je ne vois pas moi les trucs qui sortent de l'église catholique. Il y aura déjà ça qui est dans la tête de plusieurs Camerounais. Et comme nous savons que ces églises aujourd'hui parviennent à faire de leurs fidèles des moutons, quand le pasteur de l'église va dire flexibiliser le monde. voilà, je pouvais dire un peu ça comme ça. Bien sûr. On a eu l'habitude de vouloir apporter un peu de féminisme dans ça, mais à un moment il faut être cru, Guy Michel. Ça veut dire, je vous amène comme chers fidèles. Vraiment, on dit qu'il y a un messier là qui a, vous-même vous savez ce que ces églises font. Il ne faudrait pas que vous entrez dans leur jeu, ne buvez pas leurs médicaments. C'est un peu ça au Cameroun. Et maintenant, qu'est-ce qui empêche qu'on fasse bloc derrière Monseigneur Cléda? Ou alors même le Covid organisme de Madagascar. Le Covid organisme. Maintenant, on sait naturellement que l'essentiel, ou encore ce qu'on nous a habitués depuis la nuit des temps, c'est diviser pour mieux régner. Ouais. Voilà. C'est des individualismes, c'est des penchants plus ou moins. Au Cameroun, dans notre propre pays, comme on le disait tout à l'heure, quelle autorité s'est véritablement levée en dehors du ministre de la Santé qui est sous pression, parce qu'il est aussi sur Facebook, qui est sous pression de certains internautes, a aussi dit on doit essayer de voir. Est-ce que nous avons une personne qui a dit faisons bloc véritablement derrière Monseigneur? Ouais. Parce qu'on comprend du coup dans ça que l'ordre vient du plus haut. Ouais, Je ne dis pas de chez vous, voilà. Et comme l'OMS est en train de vouloir faire son business avec les autorités de chez nous, il ne faudrait pas que l'autorité laisse entendre que à côté de ce que vous voulez nous apporter, il y a quelqu'un qui a quelque chose qui puisse nous aider. Ouais. Donc il faut qu'on fasse semblant de ne pas être avec Monseigneur et suivre l'OMS pour récolter un peu nos fonds. Et comme on parlait tout à l'heure concernant l'affaire de SNAC, tout ça, je comprends aussi que, d'une part, on a besoin que le taux de cas augmente pour pouvoir bénéficier des subventions, pour dire aux gens, notre affaire là marché, envoie notre truc là. Donc vous croyez qu'effectivement il y a une sorte d'exagération dans les chiffres pour pouvoir espérer les financements de l'extérieur? Nous voulons quand même préciser que ce n'est pas le cas dans tous les pays d'Afrique, parce qu'il y a d'autres pays quand même qui ont décidé de façon audacieuse. Nous prenons par exemple le cas de la Tanzanie ou alors même le cas de la Guinée équatoriale, qui ont décidé de pouvoir pouvoir renvoyer le représentant ou bien la représentante résidente de l'OMS, parce que accusé de gonfler les chiffres pour pouvoir faire effet autour du coronavirus, qui peut-être effectivement les populations n'étaient plus en train de prendre ça en considération au même titre que la pandémie en Occident. Mais toujours est-il que nous n'y sommes pas. Pour l'instant, l'OMS est encore en harmonie avec le Cameroun et continue quand même de pouvoir mener ses activités sans inquiétude sur le territoire national. Mais également, je voudrais, en prenant ce dernier élément, avant que nous passions au dernier tour d'échange qui va clôturer cet événement, bon, de toutes les façons, nous prenons l'élément. Oui, nous posons la question, Laurent Eboué. Alors, pour vous, quand vous voyez donc tout ce qui se trame autour du coronavirus actuellement dans le monde entier et les États qui sont véritablement dans une sorte de tourmente,
Comment entrevoyez-vous dans les relations internationales dans les jours à venir entre les États-Unis qui aboient sur la Chine qui aboie sur les États-Unis, le Brésil qui de l'autre côté ne parvient plus à enterrer ses morts, et l'Afrique qui est complètement vomie par une Chine qui fait comprendre que les Africains sont responsables de la reprise de la pandémie dans leur pays. Comment entrevoyez-vous les relations internationales dans les jours à venir, Laurent? Moi, je vais parler de l'Afrique. Je dirais juste que c'est une très grande occasion pour l'Afrique de se positionner sur le marché, sur le plan économique, dicter les prix. Ouais. Parce que là, l'Afrique fournit presque tout ce que le monde consomme en termes de matières premières. Ouais. Et dans une situation de crise, il faut bien profiter pour dire nos produits ne sortent plus. Ouais. Si ça ne sort pas, ils seront obligés de marcher selon nos désirs. Ouais. Et là, notre économie doit éclore. Il est inadmissible qu'on parle du G5, G10, G20, il n'y a jamais d'Afrique dedans. Ouais. On parle de G, nous on se positionne où quand c'est nous qui fournissons tout. Donc les dirigeants africains et surtout de mon pays devraient réfléchir pour profiter de cette situation et faire en sorte que nous, citoyens, nous puissions sourire. C'est vrai, c'est un événement triste. Ouais. Mais ça peut être heureux pour l'Afrique. Tout à fait. Alors, Achille, on le dit souvent que c'est dans les difficultés qu'on trouve le plus d'opportunités économiques et commerciales. Est-ce que vous croyez qu'avec les propositions, que ce soit sur le plan médical, que ce soit sur le plan économique, est-ce que l'Afrique peut réussir dans les conditions actuelles à pouvoir imposer sa part de vision du monde en rapport avec la pandémie du coronavirus? Tout à fait, je pense que naturellement, et comme l'a si bien dit Laurent Eboué, c'est le moment pour nous. On peut désormais se faire voir, on peut désormais dicter nos prix, on peut désormais dire même que le prix de nos cacao, ça vient de chez nous. Ouais. On n'a pas peur de le dire. Désormais, on veut ça à 4 000, 5 000. Donc, kilogrammes? Oui, mais bien sûr. Tu combien coûte? Je ne voudrais pas faire la publicité. Je ne voudrais pas faire de publicité dans l'émission. Je voudrais qu'on y aille un peu plus vite parce que nous sommes déjà... Voilà, justement, Guy Michel, je pense que l'Afrique doit se réveiller. L'Afrique doit comprendre qu'on doit former un bloc. L'Afrique doit comprendre qu'unis, on est fort. L'Afrique doit comprendre qu'ensemble, on va plus vite et plus loin. Mesdames et messieurs, fidèles téléspectateurs et téléspectatrices de Africa TV, c'est sur ces belles paroles que nous allons mettre un terme à cette autre édition de votre émission panafricaine Economy Fast sur notre télévision. Nous avons été en compagnie de Laurent Eboué. Merci Laurent d'avoir répondu à l'invitation de Africa TV. Merci à toi Guy Michel et merci à toute l'équipe. Merci à vous également, Achille Tenke, d'avoir répondu à l'invitation de notre rédaction. C'est moi qui vous remercie Guy Michel. Merci aussi à Africa TV. Cette émission donc a été préparée et présentée par toute la rédaction d'Africa TV qui, par ma voix, vous dit bonsoir, merci encore et surtout merci pour tout. Excellente soirée et à la prochaine émission sur Africa TV.